12-9 janvier 1930, le Puy-de-Dôme est vendu à la chandelle qu'à l'affluence à l'audience des criers du tribunal d'instance de Clermont ce 9 janvier 1930. La paisible deuxième chambre attire une foule plus dense que celle des plus gros procès correctionnels. La rue de l'Hôtel de Ville connaît une animation des soirs d'élection. Il faut jouer des coudes pour entrer dans le prétoire. Les moins combatifs se résignent à patienter dans la salle des pas perdus. Ils auront au moins l'avantage de connaître les résultats des enchères bien avant les lecteurs du Moniteur, de l'Avenir ou de la Montagne. Les trois quotidiens clermontois de l'époque. À l'intérieur, les gens d'Orsine, qui sont descendus en force, se distinguent bruyamment des littérateurs, des lecteurs de l'Auvergnat de Paris et autres amis du Puy-de-Dôme. Sur la banquette du premier rang, on reconnaît Monsieur Trouillot, le préfet du Puy-de-Dôme, qu'assiste Monsieur Gouttière, chef de division. Leur avoué, qui va enchérir en leur nom, n'est autre que le maire de Clermont, M. Gondard. De l'autre côté, M. David se prépare au combat au nom de 52 propriétaires d'Orsine regroupés en un syndicat. Monsieur Angerat, le juge commis, se sent promu au rang des grands magistrats. Dans une heure au plus, dans quelques minutes peut-être, il annoncera le nom de l'avoué adjudicataire. Et 143 celui-là pourra dévoiler officiellement le nom du nouveau propriétaire du Puy-de-Dôme. Car ce qui est soumis au feu des enchères, c'est la montagne du Puy-de-Dôme, ou plus précisément la parcelle 86 de la section F du cadastre d'Orsine. Le Puy-de-Dôme sommet national, comme le chante Monsieur Barès, va être vendu sans plus d'égard que les biens d'un entrepreneur en faillite. Comment en est-on arrivé là? C'est une singulière histoire. Le Puy-de-Dôme de 1833 à 1930, une propriété paysanne en indivision en 1833, une quarantaine d'habitants d'Orsine ont acheté aux héritiers du défunt marquis de Vany, seigneur de Montredex, la calotte du sommet et une bonne partie du versant oriental du Puy-de-Dôme. Le cadastre a regroupé ses biens dans la grande parcelle 86 de la section F. Un acte notarié assure à chacun des acquéreurs le droit d'envoyer sur la parcelle qui reste indivise un nombre de têtes de bétail proportionnel au montant de son apport. C'est pourquoi chaque part est exprimée en tête. Les partages ultérieurs au sein des familles d'Orsine ont fini par rendre plus commode le recours au pied, pour après tant même qu'on en est venu aux anglons. La montagne est donc organisée en fonction de l'estive des troupeaux, de vaches d'abord, de moutons ensuite. Pendant un tiers de siècle, les paysans d'Orsine, désormais maîtres des lieux, ne s'opposent pas aux rares ascensionnistes. Quelques herboristes se plaignent des montons qui limitent parfois leur cueillette, mais on 144 s'en tient de part et d'autre à des protestations de pure forme. Il n'en va pas de même avec Émile Alluard. Dès la fin du Second Empire, ce professeur de physique de la faculté des sciences de Clermont essaie d'intéresser l'État et le département à l'étude des nuages. Les conseillers généraux, d'abord réticents, finissent par se convertir. Ils pensent notamment à la reconnaissance des agriculteurs et vignerons pour lesquels la prévision des orages est capitale. La construction du bâtiment, l'aménagement de ses alentours et de chemins d'accès pour l'acheminement des matériaux oblige le Conseil général à chercher un accord avec les propriétaires. Là, les transactions amiables ne peuvent aboutir. Il faut exproprier. Même si cette procédure ne concerne qu'une petite partie de la parcelle F86, 6 hectares sur 46, elle est jugée blessante par les gens d'Orsine qui s'en souviendront. Émile Alluard, soucieux d'économie, préconise le réemploi des matériaux trouvés sur le site, en les prélevant. Ces aides finissent par découvrir les fondations du temple de Mercure. Dans l'été 1876, l'inauguration officielle de l'observatoire, précédée d'un copieux déjeuner froid servi au sommet, est suivie de la visite des ruines du temple gallo-romain. La montagne s'ennoblit. L'année suivante, l'État rachète terrain et observatoire au département. Aux visites des scientifiques s'ajoutent dès lors les cohortes de touristes qui perturbent l'équirute des troupeaux. Les pâtures sont piétinées. Le chemin qu'on élargit précipite le ravinement. Les paysans maudissent les touristes, mais les conflits ne dégénérant pas parce que des compensations sont possibles, les paysans peuvent s'employer dans les fouilles, prélever à l'occasion quelques fragments de statues, quelques pièces de 145 monnaies qu'ils vendent aux amateurs éclairés, ou encore louer des ânes pour la montée. Bref, ils participent aux activités touristiques qui s'amorcent, comme le fait le couple de Gandiens qui tient auberge au sommet pour compléter sa trop faible rémunération. Les clarets et l'exploitation touristique. L'idée d'une exploitation touristique moins improvisée gagne les conseillers généraux. À l'écoute de la clientèle des stations thermales, ils veulent faciliter l'ascension des curistes qui ne sont pas tous en état de fournir l'effort physique qu'elles nécessitent. Un concours est ouvert pour un chemin de fer de montagne. L'entrepreneur Jean Claret, déjà concessionnaire des tramways clermontois, finit par le remporter. Outre une déclaration d'utilité publique pour l'emprise de la voie, il obtient une concession de 65 ans et une subvention de 400 000 F. Les travaux démarrent dès la fin de 1905 et la ligne est mise en service en 1907. Aussitôt café-restaurant prolifère au sommet. Leur prospérité ne doit cependant pas masquer le semi-échec de la compagnie de Claret. Certes, en été, la clientèle affluent et les voitures sont surchargées, mais, dès la demi-saison, les touristes se raréfient. Durant la morte saison, neige et verglas interdisent la montée. La guerre, pendant laquelle l'exploitation de la ligne est interrompue, n'arrange pas les choses. La tardive remise en service en 1923 ne rétablit pas la situation. Jean Claret jeune, le fils du premier entrepreneur, en tire la leçon. Il transforme la voie ferrée en autoroute à péage dès 1920. Cette mutation, pour être pleinement 146 profitable à ses yeux, suppose un aménagement grandiose du sommet avec un palace capable d'accueillir 400 congressistes, une hôtellerie pour classe moyenne et de multiples attractions pour retenir le touriste. Dans cette perspective, les moutons, réputés responsables des chutes de pierre et des dégradations de la montagne, sont indésirables. Jean Claret estime que sa compagnie doit disposer en pleine propriété d'une bonne partie du sommet. Comment y parvenir? Puisqu'il s'agit d'intérêts privés, il ne peut compter sur une déclaration d'utilité publique, comme c'est l'obtenu pour l'établissement de la voie. Il essaye de négocier des achats à l'amiable. Il parvient à acquérir quelques pieds, mais la grosse majorité des copropriétaires fait bloc pour contrarier ses projets et les incidents se multiplient. Il se décide à utiliser un moyen plus radical. Fort des quelques pieds qu'il a pu acheter, sa compagnie est devenue l'un des indivisaires. Or, selon l'article 815 du Code civil,
Nul n'est tenu de rester dans l'indivision. Il peut donc provoquer la vente par licitation de l'ensemble de la parcelle 86, avec le secret espoir de l'acquérir à la barre du tribunal, ou du moins de l'exploiter après la vente à un tiers qui serait au nombre de ses amis. Quand les affiches et les insertions légales, dans les journaux annoncent cette vente judiciaire, la surprise est générale. Rares en effet sont ceux qui savent que le Puy de Dôme est une propriété collective, certes, mais privée. On allait vendre le Puy de Dôme à une société, à une firme. La montagne verne chargée de tant de grands souvenirs ne serait plus qu'une attraction. Filles seraient flanquées de tourniquets, hérissées de poros défense de. Il faudrait payer pour passer, payer pour voir. Un département français tirerait son nom 147 d'une enseigne commerciale. Voilà ce qu'on peut lire dans les colonnes de l'Avenir du 30 mars 1929. Sous la pression de l'opinion publique, les élus multiplient les contacts. Le docteur Marcombe, député et conseiller général du canton, s'efforce de rassurer ses électeurs. Le Puy de Dôme restera propriété collective. Nous sommes parés et la solution est trouvée. Quelle solution? On le sait vite. Le Conseil général, garant de l'intérêt général, s'apprête à enchérir. Pour qu'il puisse le faire, il faut une délibération et quelques délais. Un incident de procédure permet de différer la vente, prévue le 25 juillet 1929, jusqu'à l'audience du 9 janvier. La mise à prix est fixée à 100 000 F. Les propriétaires estiment qu'elle est trop éloignée de la valeur réelle des packages, d'autant plus que les frais de licitation s'élèvent à près de 50 000 F. Il se réfère à la situation d'avant la guerre. Le pied se vendait alors 12,50 F et 800 moutons pouvaient packager au sommet. Sur cette base, la valeur du sommet atteindrait 40 000 F or, soit 200 000 F en francs 1928. La loi du 25 juin 1928 définit en effet le nouveau franc, le franc Poincaré, par un poids d'or égal au 1/5 degré de celui contenu dans le franc de 1914. Aussi bien, 52 copropriétaires se constituent en syndicat pour pousser les enchères jusqu'à un niveau convenable. Une fois celui-ci atteint, ils laisseront les autres enchérisseurs lancer la dernière enchère. Bien entendu, la compagnie de Jean Claret, qui possède pourtant quelques pieds, ne fait pas partie du syndicat. Elle pourrait donc participer aux enchères pour son propre compte, mais Jean Claret fait savoir que ce ne sera pas le cas. Est-ce cela dire qu'il a renoncé à ses projets d'aménagement touristique? Non pas. Au fond, il 148 accepte et même il souhaite que la fameuse parcelle revienne au département, car il a de bonnes raisons de croire que, dans ce cas, on fera appel à lui pour exploiter le site en lui proposant un bail qui lui donnera à peu près carte blanche. Mais pour le moment, il se fait diacrer et, dans la salle des criers, M. de Grégondard, l'avoué du département, et Monsieur David, l'avoué du syndicat des propriétaires, restent les seuls enchérisseurs. Enchères et surenchères, voici donc arrivé le moment décisif. Monsieur Orgera annonce, nous allons procéder à la vente de la partie de la montagne du Puy de Dôme formant le numéro 86, section F de la commune d'Orsine d'une contenance de 40 hectares 5 ar et 60 centiares. Mise à prix, 100 000 F. Au David, qui veut faire monter le plus haut possible les enchères, lance tout de suite 120 000 F. Au Gondard, qui ne veut pas courir le grand galop, repose 121 000 F. M. degré David se soumet à son rythme et annonce 122 000 F. Monsieur Orgera interroge des yeux M. degré Gondard et le préfet. Leur visage devient impassible. On allume la première chandelle. Elle se consume sans qu'on entende le moindre bruit. On allume la deuxième. Au bout d'une petite minute, elle s'étiole et meurt en silence. On allume le dernier feu. Toutes les têtes se tournent vers le préfet et son avoué. Il semble ailleurs. Les gens d'Orsine retiennent leur respiration. La petite flamme vacille, enfle dans un ultime sursaut, et retombe, morte. Tout est fini. Or David est déclaré adjudicataire de la parcelle pour 122 000 F. Il fait connaître 149 officiellement le nom des 92 propriétaires qui l'ont mandaté. Ceux-ci, tourpentois, ont besoin d'un peu de temps pour réaliser leur nouvelle situation de vendeurs-acheteurs. Ils promettent que rien ne sera changé à la situation du Puy de Dôme, et que les touristes pourront, comme les moutons, fréquenter les packages du sommet. En 1930, une vente judiciaire ne devient définitive qu'au bout des 8 jours qui suivent l'audience des criers. Pendant ce délai on peut surenchérir du 6e. Si tel est le cas, le bien est remis en vente au prix de la première adjudication majorée de ce 6e. Toutes les parties souhaitent qu'on revienne sur la vente du 9 janvier. Le préfet et les conseillers généraux peuvent craindre le désaveu de l'opinion publique à qui ils avaient promis que le Puy de Dôme entrerait dans le domaine public. Jean Claret ne peut évidemment s'accommoder du maintien des paysans qu'il voulait évincer du sommet. Et les 52 copropriétaires vendeurs-acquéreurs sont atterrés devant le coût de l'opération. Il leur faut supporter les frais de la licitation qui sont énormes, près de 50 000 F, puis ceux de l'adjudication. Et enfin partager le produit de la vente avec les autres copropriétaires qui ne font pas partie du syndicat. Ils se disent prêts à rétrocéder à l'amiable leur terre ancestrale au département. De son côté, Jean Claret annonce qu'il se refuse à intervenir dans la vente si le département prend l'initiative de la surenchère. Tout le monde semble donc d'accord pour que, d'une manière ou d'une autre, le sommet du Puy de Dôme entre dans le domaine départemental. Dans ces conditions, le plus simple est que le département soit le seul enchérisseur. Puisque les conseillers généraux sont d'accord, l'affaire semble réglée. Mais la première vente a réservé une telle 150 surprise que personne n'ose être sûr de l'issue de la vente définitive fixée au 6 février. Ce jour-là, la foule est aussi nombreuse et aussi passionnément curieuse que lors de la première vente. Certes, Jean Claret et le syndicat des 52 propriétaires ont déclaré qu'ils s'effaceraient et ne surenchériraient pas, mais tiendront-ils parole? Quelles autres personnes peuvent se manifester? En fait, l'audience se révèle particulièrement calme. Sur la mise à prix de 142 300 F, Monsieur Gondard, l'avoué du département, met une enchère symbolique de 100 F. Pas d'autres propositions. On allume les feux, et, lorsque s'éteint la troisième chandelle, le président Guérin proclame, adjugé à N. de Grégondard. La parcelle 86 F entre définitivement dans le patrimoine départemental 19, 30, 19, 70. Jean Claret concessionnaire du patrimoine départemental, les passions qu'a soulevé la vente du Puy de Dôme sont à nouveau attisées lorsque le conseil général s'interroge sur le sort qu'il doit réserver à ce patrimoine. Faut-il le protéger et retrouver le paysage naturel en ne tolérant que le maintien de l'observatoire et, à la rigueur,
La présence d'une modeste auberge de campagne, c'est l'avis du préfet. Dès le lendemain de la vente, il réunit une commission chargée de se prononcer sur l'opportunité du placement de la parcelle F86. La loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque arrive à point pour conforter ce choix. C'est sur cette lancée que, malgré des 151 réticences et des lenteurs, le Puy-de-Dôme finit par être classé par la Commission nationale des sites pour devenir, beaucoup plus tard, grand site de France. Mais il faut aussi tenir compte de tous ceux qui veulent attirer au sommet un grand nombre de touristes. À leur tête, Jean Claret conserve toujours ses projets d'aménagement touristique et d'exploitation hôtelière. Il a des soutiens jusqu'au sein du Conseil général. S'il n'a pas voulu se mêler à la vente du 9 janvier 1930, s'il s'est encore effacé lors de la vente définitive du 6 février, c'est officiellement pour ne pas agir contre le département. Mais c'est aussi parce qu'il compte bien proposer ses services et contribuer à l'aménagement du sommet d'une manière ou d'une autre. De son côté, le Conseil général n'est pas insensible aux retombées financières que procurerait la location de la parcelle F86. C'est ainsi que Claret réussit à s'établir au sommet de la montagne et à faire, avec l'appui de fait du Conseil général, ce qu'il n'avait pu réaliser seul. Toutefois, un lover annuel de 4000 F est exigé, le bail est limité à 40 ans, et surtout la commission des sites impose une révision à minima des projets. En définitive, on peut parier d'une sorte de compromis. Jean Claret ouvre un seul hôtel-restaurant moins luxueux que ce dont il rêve, et le troupeau ovin des ouvriers paysans d'Orsine peut animer le paysage sans se soucier des limites de la parcelle F86. Aujourd'hui encore, subsiste l'opposition entre ceux qui veulent élaborer un produit touristique et ceux qui, comme Henri Pourra, n'ont que faire des attractions pour admirer la beauté du monde.